Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je poursuis la lecture de Matelot de Pierre Loti. J'en étais au chapitre 7 et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je commence donc le chapitre numéro 7. De l'apaisement et un peu d'espoir étaient revenus à la maison depuis cette soirée. Après tout, en présence de cette impossibilité de lui faire reprendre d'autres études, son plan d'avenir était l'un des plus acceptables. Et les années de matelot passeraient, s'oublieraient vite. Il calculait, lui, dans 2 ans, je m'engagerai dans la flotte. 3 ans après, je puis être reçu capitaine au long cours. Dans 5 ans, je gagnerai ma vie et je leur viendrai en aide à tous deux. La joie rentrera chez nous et tout sera oublié, plein de bonnes résolutions de travail et de sagesse. Il avait repris sa gaieté imprévoyante, ses enfantillages et son rire. Du reste, il ne sortait plus jamais qu'avec eux. Ces derniers soirs, tous trois se promenaient ensemble, bien corrects dans leurs plus beaux habits, comme pour protester, par leur tenue, aux yeux des gens qui les voyaient passer, le vieux grand-père, de nouveau bien droit, soigné et brossé. Jean, vêtu de son élégant costume anglais, que bientôt il ne porterait plus, bien ganté et donnant le bras à sa mère, comme un grand jeune homme sérieux. Chapitre 8. Aux premières brumes de novembre, le brick fuyait, tout penché sous l'effort de ses voiles. Un bruit monotone et doux le suivait, comme un bruit de frôlement de soie, de froissement de moire. Mais un bruit qu'une forme particulière de silence bruissait. Antibes s'abaissait dans le lointain, devenait comme une tache d'ocre, de minute en minute amoindrie au pied des Alpes pâles et neigeuses, qui, au contraire, montaient, devenaient toujours plus immenses et plus confuses dans le ciel éteint. Lui, matelot depuis 2 heures, en grosse véreuse de laine, se tenait sur le pont du brick, penché, les yeux agrandis par le nouveau de tout cela, inquiet de cette solitude avec des inconnus, sur ces planches animées qui s'éloignaient du monde, inquiet de cette mélancolie de néant qui surgissait peu à peu de partout, de plus en plus morne et souveraine. Les autres de l'équipage étaient là aussi, regardant comme lui, mais dans un sentiment de rêve plus trouble et moins vaste. S'enfuir cette terre où il venait de faire une halte relativement longue, déshabituante des fatigues et des continences du large. Ils étaient 6, ses nouveaux compagnons de Jean. Un Maltais, noir comme un Arabe, en haillons, poitrine nue au froid du soir. 2 grands diables de Provençaux. Un Bordelais rouleur et un déserteur de la marine de guerre qui, sur les rades françaises, ne se montrait pas. Tous ayant pris leur rude costume de mer qui les changeait, leur visage de résignation et de passivité. À l'arrivée, tandis qu'il flânait, apparut le capitaine, sorte de colosse à figure éteinte, d'Hercule grisonnant, farouche et grave, avec des yeux désintéressés de tout, inexpressif et sans vie. Il commanda une manœuvre d'une voix rauque avec des mots inconnus, et comme Jean, encore novice, ne sachant où aller, souriait, s'amusant de cette nouveauté comme d'un jeu, il s'entendit rappeler au travail d'un mot bref et dur. Alors il regarda ce capitaine, et son sourire se glaça. L'homme lui apparaissait trop différent de celui qu'il avait accueilli tout à l'heure à Antibes avec un ton de déférence polie. Quand sa mère, soigneusement vêtue, et son grand-père cravaté de blanc étaient venus le conduire à bord, alors il s'assombrit, lui aussi, le novice Jean, comprenant qu'il était l'égal ou l'inférieur de ces autres matelots avec lesquels il allait vivre, et qu'il ne s'agissait plus que d'obéir. En une fois, il eut le sentiment complet de sa déchéance. En un seul coup, là, dans la nuit tombante, il sentit s'abattre sur lui le joug de fer. Chapitre 9. Des jours suivirent. Après pareil, des jours dont on ne savait plus le nom, ni la date.
formant des semaines et des mois que l'on ne comptait plus. Un temps qui semblait très long dans le présent et très rapide dans le passé. Tantôt la solitude de la mer, tantôt des escales en des points perdus de la côte de Corse ou d'Italie. Les jarres de Valoris, qui n'étaient qu'un prétexte, avaient été déposées à Livourne. Il y avait de brusques départs de nuit, des agissements mystérieux, sur lesquels on osait interroger. Dans la main de cet homme qui commandait, on se sentait réduit à la muette obéissance. Pendant ces relâches furtives, on devait, sans un murmure, faire métier de manœuvre sur des plages qui n'avaient pas de port. Il fallait pieds nus dans l'eau marine, sur du sable ou sur des rochers qui blessaient, porter de lourdes charges, des sacs, des ballots dont on ignorait le contenu. Mais dans les lieux sauvages où cela se passait, Jean acceptait tout, sans humiliation, parce qu'il n'y avait pas de témoins. Il sentait d'ailleurs que ce métier, comme tous les métiers violents, dangereux et de peu de profit, avait son côté de grandeur. Puis il se laissait prendre par la pleine vie physique qui fatigue et fortifie le corps en endormant l'esprit. Les soirs seulement à la tombée des nuits, au large ou dans les baies isolées, revenaient un peu déchirants ses souvenirs. Par tous les temps, le rude petit bateau contrebandier, déjà vieux et meurtri, marchait quand même. Battu par les lames courtes et dures, par le mistral glacé qui brûlait les visages. C'est mon seul gagne-pain, avait dit une fois le capitaine de sa voix grise, et j'ai 5 enfants là-bas, qu'ils marchent ou qu'ils crèvent. C'était pour Jean cette seule réflexion explicative, la seule qu'on n'eût jamais entendu sortir de sa bouche. Il commençait à témoigner pour son nouveau matelot une sorte d'attention bienveillante, dont celui-ci était fier. De loin en loin seulement, à cause de l'imprévu de ses voyages, Jean recevait des lettres d'Antibes, sous la même enveloppe. Les 2 chères écritures, celle de sa grand-mère et celle, toujours plus tremblée, de son vieux grand-père au déclin de la vie. Il les conservait, comme des reliques sacrées, dans une boîte, au fond de sa très petite armoire humide. C'est tout ce qui lui était précieux à bord de ce navire où il vivait avec la même rudesse et la même pauvreté que le dernier des matelots. Quelquefois, par hasard, on avait un jour de repos. Il fallait subir la tristesse d'un dimanche dans quelques villages isolés, dans quelques baies perdues. Alors Jean, pour aller se promener, remettait son costume d'élégant, qui avait pris une mine fanée pour être resté longtemps plié dans l'humidité, et qui n'allait plus, qui devenait trop étroit pour ses épaules élargies. Il se promenait seul, redevenu pour quelques heures l'enfant d'autrefois aux longues flâneries et aux vagues pensées profondes. Il marchait devant lui sans but, observant en rêveur qu'il était les choses inconnues, échangeant des regards avec des filles, brunes ou blondes, ébauchant de très vagues amours qui, dans de tels villages, ne menaient à rien, mais le troublaient. Il préférait le travail, les fatigues du large, à ces jours de répit et de songerie, où lui apparaissait trop clairement sa destinée. Étape bien courte d'ailleurs, bien rare, et puis si vite oubliée, effacée, laissant à peine après elle les images de ses yeux, de jeune fille, qui, pendant quelques soirs, revenaient à l'instant où commençait le sommeil. Autrement, c'était toujours la mer quand même, et par n'importe quel temps. La lutte contre le mistral glacé, contre les lames et leur écume blanche. Chapitre 10. Ainsi avait passé tout l'hiver. Une étape délicieuse, presque une étape d'enchantement, fut au mois de mai, dans l'île de Rhodes. Juste comme finissaient les mauvais temps, si longs cette année-là, le pauvre bateau fatigué et surmené était entré au port de Kangiotos. Et le changement en latitude, la descente vers le lumineux midi, dont l'effet est déjà un trouble souverain, coïncidait avec l'arrivée brusque du printemps oriental. C'était pour augmenter encore, aux yeux de Jean, la magie de ce levant tout nouveau, désiré, rêvé là-bas,
sous les orangers du vieux jardin d'Antibes et apparut subitement dans sa plus tranquille et morne splendeur. Pour des réparations, on devait rester 1 mois dans ce port, presque le temps de s'y acclimater et d'y aimer aussi. Ce premier jour, on avait ouvert les panneaux, les armoires humides. À la brise tiède, on avait tendu les choses mouillées. Il semblait que le bateau lui-même fût tout à la sensation d'être là, de se reposer et de se sécher à ce soleil. La première soirée qui survint, si limpide et si tranquille, imprégnée de telles senteurs étrangères, Jean était de garde, obligé de ne pas s'éloigner du navire. Mais le travail fini, il sauta à terre et il s'assit, presque couché sur ce quai en ruine, qui allait lui être familier bientôt. Avec une volupté infiniment triste, il assistait sous ce costume si humble qui était devenu le sien, à l'accomplissement de son rêve d'enfance. Il regardait ce ciel, tout doré, et cette ville, dont l'immobilité morte s'enveloppait d'or. L'Orient se révélait à lui, plus oriental et plus lointain qu'il ne l'avait imaginé dans l'ensemble des choses ou dans leurs 1000 détails. Surtout dans le mystère de ces grands murs farouches, enfermant la vie si impénétrablement. Et tandis qu'il était là, seul, une jeune fille parut, grecque ou syrienne, non voilée, en qui, tout à coup, cet Orient se personnifia pour lui. Extrêmement jeune, avec des yeux lourds, d'un noir intense, et des cheveux hauts et nés, une ardente couleur pas naturelle, un peu indécise dans sa marche, ayant aperçu le matelot étendu à terre. Elle biaisa vers le navire, prit le bord des vieilles dalles du quai pour passer plus près. Ses longs yeux d'une couleur de ténèbres, à demi fermés entre leurs franges sombres, à demi cachés sous les mèches rousses échappées de sa coiffure à paillettes, regardèrent avec attention les yeux bleus très ouverts de Jean et ses cheveux noirs. Elle sourit et puis passa, s'éloignant comme elle était venue. Lente, d'une allure balancée, où ses hanches se devinaient souples et libres sous son costume. Chapitre 11. Elle venait maintenant chaque soir, à l'heure du beau crépuscule d'or, et tout le jour, Jean ne pensait guère qu'à sa venue. Le travail fini, vite, à grande eau fraîche, il faisait sa toilette, arrangeait avec coquetterie son béret de laine sur ses cheveux courts, et puis très leste, sautait sur les pierres du quai pour l'attendre, en fumant sa cigarette turque. Et tout à coup, elle apparaissait là-haut, au bout du sentier raide, à un tournant des murailles désolées. Elle arrivait, descendant des quartiers vieux, regardant derrière elle comme par inquiétude d'être suivie, à pas lents, elle s'approchait, à la fois candide et hardie, inconsciente du mal qu'il peut y avoir à aimer. Jean ne bougeait pas, mais attendait qu'elle passât. Avec un sourire, elle s'arrêtait, lui donnait quelques fleurs, un brin d'oranger, ou la rose commune d'Orient, si odorante. Parfois lui disait 2 ou 3 mots dans un demi-français sabir. Combien de temps resterait-il à Kandiotos? Où irait-il après? Et puis, comme un peu moqueuse, elle continuait sa route, faisant de grands signes de refus, d'indignation ou de prière quand il voulait la suivre. Lui n'était jamais libre que le soir, et naturellement, sitôt la nuit tombée, la ville étant turque, devenue noire et impénétrable, alors comment faire? Non seulement elle incarnait pour lui le charme et le trouble délicieux de ce pays, mais il semblait même que ses fuyantes apparitions, ses courts sourires fussent les symboles de tout l'irréalisé et de tout l'éphémère dont la vie de Jean devait être composée. Chapitre 12. 15 jours de plus. À présent, il se donnait des rendez-vous 1 demi-heure après qu'elle avait passé dans un lieu écarté presque à la nuit. Elle se laissait prendre des baisers, et il les lui rendait pareils. Mais c'était tout. Et vite, elle s'échappait derrière les grands murs, menaçant de ne plus revenir. Et lui, comprenant l'impossibilité de la rechercher si elle ne voulait plus, craignant de la perdre chaque soir, la laissait aller. « Si tu devais rester ici, alors oui, disait-elle, ou si seulement tu devais revenir. » Revenir, mais il ne savait rien lui-même de ses lendemains. Pauvre novice d'un humble bateau de commerce sans liberté, sans argent. Quel projet pouvait-il bien faire?
À la merci absolue de l'homme sombre qui commandait, il ne pouvait rien dire ni rien promettre. Alors il devait se contenter de ce que la fille blonde voulait bien donner. Et quand la nuit devenait plus noire, les autres marins du bord l'emmenaient dans un bouge où des femmes grecques, encore belles, lui laissaient prendre plus que des baisers. Le resplendissement de juin commençait et le départ était très proche. Encore 3 soirs, 4 soirs peut-être, au rendez-vous. Ensuite ce serait fini et sans doute pour toujours. En songeant à cette fin, en se disant que la joie de cette possession resterait à jamais inéprouvée, il sentait en lui cette sorte de tristesse insondable qui amalgamait, d'une si inquiétante manière à des choses physiques. Et l'Orient, que cette fille personnifiait dans son imagination, jetait sur ses regrets de la chair sa poésie immense. Mais une lettre d'Antibes survint, pour tout dissiper et tout changer. L'écriture de sa mère seule, le cher vieux grand-père très malade, disait-elle. Et à la façon dont elle s'exprimait comme pour le préparer, il comprit que c'était affreusement grave. Sans doute plus irrémédiable et plus définitif encore que le départ de Rhodes. Alors, au souvenir du pauvre vieil homme à la redingote noire et à la cravate blanche, son cœur se déchira. Il eut l'impression, plus que jamais poignante, de tout ce qu'il lui avait fait souffrir, des déceptions suprêmes qu'il lui avait causées à l'heure de la fin, et il s'épouvanta de la grande distance, des lenteurs du retour à la voile, des plans cachés de ce capitaine qui peut-être voudrait s'arrêter en route. Il sentit l'angoisse d'être si peu de choses, d'être sans argent pour revenir par ces voies rapides qui apportaient des lettres, de ne pouvoir même pas hâter son retour vers celui qui allait peut-être mourir. Et cet Orient, qui le charmait, tout à coup, lui parut oppressant, mortel comme une immobile enveloppe d'or. Maintenant, elle lui était indifférente et presque ennemie. La belle fille qui descendrait ce soir pour lui de la ville murée. Et il serait sans sourire, mauvais et troublé de remords. Les baisers qu'il n'aurait pas le courage de ne plus lui donner. Jusqu'à ce moment, la possibilité de le perdre, ce grand-père, ne s'était jamais présentée à son esprit. Comme il arrive pour les enfants, qui n'ont pas encore vu la mort frapper tout près d'eux, il n'avait pas réfléchi qu'il était très âgé. Le voyant toujours droit, toujours pareil, l'ayant toujours connu ainsi. Son existence lui paraissait quelque chose d'immuable, de même qu'il considérait la maison d'Antibes comme un nid tout à fait à lui, ne pouvant point lui être arraché. Chapitre 14. À Antibes, il arriva en juillet suivant, n'ayant reçu en route aucune lettre. Le taciturne capitaine, qui l'avait pris en amitié, lui permit de descendre à terre aussitôt, sans s'occuper de rien. Et dans son pauvre costume, toujours le même, bien brossé mais jauni et trop étroit, il traversa la ville, avec une sorte d'humilité toute nouvelle en lui, ne regardant personne, indifférent à sa tenue défraîchie et à son aspect de presque misère. Antibes était accablé de soleil et de silence. Vite, vite, Jean courait à la maison, sentant ses jambes fléchir de hâte et d'impatience, et en un tremblement qu'aucun retour ne lui avait causé. La porte de chez lui était entr'ouverte et voilée du traditionnel rideau de mousseline pour empêcher les mouches de passer. Miette se tenait là, dans le corridor frais qui dit « Ah, monsieur Jean !» sur un ton qui lui glaça le cœur. Un ton qui lui rappelait tout à coup la manière dont elle l'avait accueilli le jour de son refus à l'école navale. « Grand-père » demanda-t-il à voix basse et suppliante, redevenu de 10 ans plus jeune, presque petit enfant. « Où est grand-père » Au gémissement qui lui répondit, il comprit tout. Sa mère descendait, l'ayant entendu. Ils se rencontrèrent dans l'escalier et se tinrent embrassés longuement. Et elle pleurait, sans rien lui dire, voyant bien qu'il avait déjà interrogé Miette, et qu'il savait. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.